Donc aujourd'hui, on va avoir une discussion autour du travail de Daria Subaropa. Elle est doctorante en philosophie, on l'a présentée dans le franco-ukrainienne. Donc elle fait une thèse, ça ne concerne pas l'Ukraine, sur la tradition marxiste et le travail. Mais depuis l'invasion, disons, poutiniste en Ukraine, elle s'est orientée principalement sur la solidarité avec l'Ukraine et une analyse de la situation ukrainienne. Donc elle a ouvert un terrain en Ukraine. Elle est revenue récemment en France, donc elle est en train d'écrire un livre, donc on va avoir droit à des éléments d'un chapitre qui a été rédigé pour l'instant de ce livre. Celle qui m'avait informé des possibilités de soutien aux bataillons anarchistes dans la résistance ukrainienne que j'avais diffusé dans le réseau Étape. Voilà, donc la prochaine séance c'est le 23 juin sur les pratiques alimentaires alternatives avec une chercheuse de l'INRA. Et donc je laisse la parole à Daria autour d'une heure, après on aura nos échanges habituels. Bon, merci pour l'invitation. Donc je fais partie du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, avec Eric, ici présent. Donc qui s'est formé tout de suite après l'invasion et dont font partie plusieurs organisations de gauche, syndicales et associatives. Et donc je me rends compte que dans le cadre de ce séminaire, ça aurait été peut-être plus intéressant de s'arrêter sur, en effet, des initiatives anarchistes en Ukraine. Donc les anarchistes ont été assez efficaces dès le début, en s'inscrivant dans des unités de défense territoriale ensemble, et une initiative à l'arrière a été formée pour collecter de l'argent, pour faire des achats de matériel, pour équiper très spécifiquement les militants anarchistes d'abord. Ensuite, ça s'est étendu à d'autres militants de gauche et militants du mouvement social. Et cette organisation, donc, qui s'appelle le Collectif de Solidarité, est très largement soutenue par des organisations anarchistes en Pologne, en Allemagne, en France, aux États-Unis, etc. Mais en fait, y compris donc le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, a déjà fait un travail d'information sur cette organisation. Des entretiens avec des membres de cette organisation ont été publiés. Sur Lundi Matin, on peut aussi trouver un petit documentaire donc en partie sur cette organisation. Donc si vous voulez, il y a déjà eu de diffusion de textes sur cette organisation. Moi, en fait, quand je suis partie en Ukraine, j'ai décidé de faire un terrain différent en m'intéressant non pas aux militants de gauche dans la résistance, mais plutôt aux organisations pas toujours politisées des classes populaires en Ukraine, puisque en fait, au cours de cette année, dans les médias mainstream, on a beaucoup entendu parler de la grande mobilisation de la société civile en Ukraine, de la résilience de la résistance ukrainienne, mais ça a toujours été dans des termes très généraux. Donc en fait, on a encore très peu de travaux de terrain qui s'intéressent à l'organisation concrète de cette résistance sur le plan local, ainsi qu'au rapport de classe et de genre qui traversent la résistance. Donc en fait, dans la plupart des reportages, l'hétérogénéité sociale de la résistance ukrainienne passe au second plan. Donc on a l'impression que c'est la société ukrainienne unie qui se dresse contre l'invasion et qui apparaît comme un corps uni et indistinct. Donc il y a des exceptions à ce genre d'approche. Donc par exemple, les journalistes de Open Democracy ou Mediapart en France ont publié des papiers qui donnent de la parole plus spécifiquement aux différentes catégories de travailleurs et des travailleuses, donc qui appartiennent aux classes populaires. Et il y a aussi donc la gauche ukrainienne et les sociologues de la revue Commons que vous pouvez consulter puisqu'ils publient des textes en ukrainien, en russe et en anglais. Donc cette revue-là a cherché à éclairer les dégradations des conditions de vie et de travail
des classes populaires pendant la guerre et aussi éclairer le point de vue des syndicats sur la situation politique, économique et sociale dans le pays. Et ces analyses qui sont produites par la gauche et les syndicats ukrainiens ont été ensuite largement diffusées en France par le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, et grâce notamment à l'énorme travail que font les éditions Sileps. Donc moi, de mon côté, j'ai voulu comprendre s'il existait une manière spécifique pour les classes populaires de s'engager dans le mouvement de solidarité à la fois avec les civils et les militaires. Donc, est-ce qu'il existe des formes d'organisation autonomes? Quel est le degré d'autonomie de ces organisations à la fois par rapport à l'État, les pouvoirs publics, les partis politiques, les ONG étrangères et les syndicats, et aussi les organisations des classes moyennes et supérieures. Donc, quelles sont leurs motivations spécifiques, quelles sont leurs activités, les modes d'organisation spécifiques, et quel regard plus largement portent ces hommes et ces femmes sur la situation politique dans le pays depuis 2013-2014, quels sont leurs points de vue sur les processus économiques, sociaux et culturels de ces dernières années, et est-ce qu'ils sont potentiellement porteurs d'un point de vue alternatif au discours dominant dans les médias ukrainiens, mais aussi étrangers, concernant les causes de la guerre, la vision du passé historique, les politiques linguistiques et l'orientation économique et sociale souhaitée pour le pays après la guerre. Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de comment doit se passer la reconstruction. Donc entre janvier et mars 2023, donc je viens de rentrer il y a moins de 2 mois, j'ai mené une enquête de terrain à Kryvyi Rih, donc c'est une ville, c'est un grand centre d'extraction minière et métallurgique situé dans la région de Dnipro, en Ukraine centrale. Mais il faut aussi savoir que cette ville est très liée à l'est industriel du pays, donc à la fois au Donbass, donc lié au Donbass et aussi au sud, donc notamment à la ville de Mariupol, puisque une partie de minerai de fer extrait à Kryvyi Rih était ensuite transférée dans Azovstal, qui a été détruit. Cette ville m'intéressait donc à la fois parce que c'est une ville très populaire, c'est une ville très industrielle, c'est aussi une ville réputée très russophone, une ville qui en 2014 a été plutôt anti-Maïdan et qui votait à l'époque surtout pour le parti des régions, donc le parti de Yanukovych, du président qui a été écarté par la révolution du Maïdan. Et donc je voulais savoir comment est-ce que ces populations qui seraient plutôt justement la cible de discours de Poutine en disant c'est des russophones, pro-russes, etc. Comment ça se fait qu'ils se mobilisent maintenant contre l'invasion et quel est leur point de vue en fait sur la situation. Voilà, donc c'est un peu un cas limite dans la situation actuelle. Donc au total j'ai interviewé 43 personnes dans le cadre d'entretiens semi-structurés, individuels et collectifs, dont 30 représentants des classes populaires, dans lesquels j'inclus non seulement le prolétariat industriel, donc ouvriers, mineurs, cheminots, mais également les travailleurs et surtout les travailleuses du secteur public et des services, donc des institutrices, des professeurs et personnels des écoles, petites employées, travailleuses sociales, vendeuses, cuisinières, femmes de ménage. Donc ces femmes appartiennent au monde ouvrier à la fois par leurs origines et leurs milieux sociaux, puisque pour la plupart de ces femmes, leurs conjoints occupent un emploi dans le secteur industriel. Et donc j'ai pu observer et participer au travail de 2 organisations notamment, 2 organisations bénévoles, en les accompagnant dans 2 missions humanitaires. J'ai également mené 8 entretiens avec des représentants des classes moyennes et supérieures, un juriste, un médecin, une photographe, des managers d'ONG, assistants du député parlementaire. Donc entretiens qui m'ont permis de mieux saisir les rapports de classe qui structurent l'économie du bénévolat en ce moment. Et enfin, j'ai aussi réalisé 5 entretiens à Kiev pour essayer de comprendre ce qui, dans mon enquête, relève des spécificités régionales
et ce qui pouvait caractériser la situation sociale du pays dans son ensemble. Donc en fait, aujourd'hui, je vais rapidement présenter d'abord le terrain dans son ensemble. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais plutôt parler de la question linguistique, puisque c'est par ce chapitre-là, par le dernier chapitre, que j'ai commencé la rédaction, de manière un peu conjoncturelle. Donc, je ne sais pas, peut-être pas lié de manière immédiate aux sujets qui sont abordés dans le séminaire, mais quand même une question très importante, en sachant que très peu de gens comprennent en fait la situation linguistique du pays qui est très compliquée. Voilà, donc tout d'abord, voilà, donc mon terrain, ça concerne voilà, vraiment l'inscription des organisations des classes populaires dans l'économie du bénévolat en général. Et il y a un article qui est récemment paru dans AOC Média de Marie Corot et Arthur Guénet, qui analyse des mécanismes d'allocation de l'aide humanitaire internationale à l'Ukraine. Et dans cet article, les auteurs notent qu'une grande partie de cette aide est d'abord allouée aux organismes de l'ONU et aux ONGI qui sont peu présentes sur le terrain, tandis que les pouvoirs ukrainiens et les organisations locales reçoivent seulement une très maigre partie du financement direct. Et généralement, les organisations avancent deux arguments pour justifier ces mécanismes. Donc tout d'abord un très haut niveau de corruption à toutes les échelles de l'administration en Ukraine, mais aussi la polyvalence de la plupart des organisations bénévoles en Ukraine, puisque la plupart des organisations, en effet, que j'ai rencontrées, se spécialisent à la fois dans l'aide aux civils et dans l'aide aux militaires. Or, les organisations humanitaires, voilà, ils ont les principes d'impartialité, de neutralité, etc., qui les empêchent de collaborer directement avec ce genre d'organisation. Mais donc les auteurs pointent à juste titre qu'il y a aussi tout un ensemble de problèmes qui apparaissent, qui sont liés à la concentration des fonds humanitaires entre les mains des ONG étrangères. Hein, donc, premièrement, cela renforce évidemment la dépendance de l'État et de la société civile ukrainienne vis-à-vis des organisations étrangères. Deuxièmement, cela crée des fortes inégalités entre les organisations locales, hein, en fait, en créant une économie bénévole hautement compétitive, hein, qui favorise le développement d'un côté des vraies entreprises bénévoles, hein, qui vont être gérées de manière quasi managériale, et d'autre part, des organisations voilà, très proches du terrain, des classes populaires qui, elles, sont dénuées de ressources et qui tombent en dépendance vis-à-vis des organisations plus grandes, libérales, gérées de manière managériale. Enfin, on peut rajouter que ce mécanisme aussi fait qu'il y a un usage assez inefficace des ressources. Hein, donc les organisations étrangères envoient de l'aide en nature qui ne correspond pas forcément aux besoins. Donc un système informel de troc surgit entre les organisations locales, donc qui permet partiellement d'adapter l'aide aux besoins. Mais ça consomme aussi en même temps beaucoup de temps et d'énergie pour faire ce troc, voilà, et mène souvent au gaspillage, s'agissant surtout des produits alimentaires. Donc pour ce qui est des organisations ukrainiennes, beaucoup des organisations que j'ai rencontrées sont formées déjà sur la base des organisations existantes. Ah, donc il y a différentes ONG, partis politiques, clubs sportifs qui se reconvertissent en aide aux personnes déplacées internes, aux civils dans les régions qui venaient d'être récemment déoccupées, etc. Les églises aussi. Et la spécificité de ces organisations, c'est qu'elles sont souvent gérées de manière managériale par les représentants de la classe moyenne, diplômés, pro-Maïdan, libérales ou nationalistes. Donc c'est eux qui vont disposer des ressources les plus importantes en provenance des grandes ONGI, qui cherchent à esquiver la collaboration avec les pouvoirs locaux, donc qui seraient réputés corrompus et inefficaces, et qui se tourneraient vers ces organisations fiables, transparentes dans leur manière de gérer les fonds, avec une organisation de travail finalement semblable à celle des entreprises. Et à Kryvyi Rih, donc en particulier, sur mon terrain, plusieurs organisations, donc ONG libérales, forment un réseau qui domine le paysage des organisations bénévoles de la ville. Et ce réseau est à son tour lié à un petit parti libéral,
donc j'ai anonymisé en l'appelant pouvoir citoyen, et dont le slogan principal c'est « Construisons ensemble la classe moyenne ». Donc c'est le parti qui représente les intérêts des petites et moyens entrepreneurs, des cadres et des professions libérales. Non, moi c'est clair. Il y a une organisation qui croit encore aux classes sociales. Et donc de l'autre côté, donc, il y a des organisations des classes populaires que j'ai étudiées qui se trouvent tout au bout de la chaîne de la circulation de cette valeur humanitaire. Et donc je me suis concentrée surtout sur deux organisations. Donc ces deux organisations sont polyvalentes, donc elles fournissent de l'aide à la fois aux réfugiés, aux réfugiés internes, aux habitants des villages de la région voisine qui ont subi 8 mois d'occupation, donc de la région de Kherson, et aussi ils fournissent de l'aide aux combattants, aux militaires. Donc la première organisation fait surtout de la logistique, donc ils ont des accords avec d'autres ONG qui leur envoient de l'aide humanitaire. Et leur mission consiste à réceptionner les palettes dans un dépôt, faire le tri, constituer des colis humanitaires individuels, qu'ensuite elles vont ramener aux personnes qui en ont besoin. Et donc ces missions, parfois, sont assez dangereuses, puisqu'il y a encore des villages de la région de Kherson, parce que maintenant c'est la rivière de Dniepr qui constitue la ligne de démarcation, et donc les villages sur le Dniepr sont encore bombardés. Donc ils amènent de l'aide humanitaire pendant que le village est bombardé. La deuxième organisation tient un local dans la ville de distribution de vêtements pour les réfugiés et se spécialise en préparation de plats faits maison qu'elles emmènent ensuite aux militaires. Donc ces organisations sont à la fois au plus près des communautés, des besoins, effectuent les missions les plus difficiles et dangereuses, et à la fois les moins dotées en ressources. Ce qui fait qu'elles deviennent, malgré leur autonomie, on va dire, organisationnelle, deviennent dépendantes d'autres organisations plus professionnelles, gérées de manière managériale par les classes moyennes et supérieures, qui, elles, sont mieux placées pour attirer des financements étrangers. Donc l'aide internationale est ainsi allouée aux bonnes organisations, c'est-à-dire aux ONG libérales ou des organisations religieuses. Et donc cette nouvelle dépendance s'inscrit en fait et renforce les rapports de pouvoir déjà existants avant la guerre, qui sont des rapports de domination de classe et de genre. Donc en fait, on se retrouve dans une situation un peu paradoxale, puisque d'une part, la guerre a montré une grande capacité d'auto-organisation des classes populaires ukrainiennes. Donc j'ai pu rencontrer des organisations ou des réseaux de bénévoles en pratique très autonomes, qui sont des vrais lieux de vie, qui parviennent à mobiliser des quartiers entiers. Et donc cette solidarité de quartier est aussi en fait une solidarité de classe, puisque dans une ville comme Kryvyi Rih, donc une ville des mineurs, leur réseau, en fait, c'est des réseaux qui ont à la base été formés au travail, puisqu'ils travaillent vraiment dans des très grandes entreprises avec des milliers d'employés. Mais d'autre part, puisqu'elles ne sont pas financées directement, et dans un contexte de ressources locales très limitées, elles tombent en dépendance vis-à-vis d'autres organisations. Donc à la fois, elles vont revendiquer une autonomie organisationnelle, donc c'est très important pour elles, pour ces organisations, de rester indépendantes, d'être ancrées dans le quartier, etc. Elles ne veulent pas juste aller s'engager comme bénévoles dans d'autres organisations plus grandes, mais en même temps, elles ne vont pas revendiquer forcément politiquement cette autonomie. Voilà, donc comment est-ce que les classes populaires s'engagent dans la résistance ? Alors, tout d'abord, il faut dire que la spécificité de l'engagement des classes populaires dans le bénévolat, c'est qu'il est souvent à la fois soudain et total, c'est-à-dire qu'il relève très peu d'un choix abstrait et conscient pour une cause, à laquelle on a décidé de consacrer une partie de son temps libre. En fait, pour la plupart des personnes que j'ai interviewées, ça commence dès le 24 février, parce qu'elles commencent à recevoir des coups de fil de leurs proches, de leurs amis, des membres de leur famille, qui sont tout de suite partis défendre la ville, parce qu'en fait, dès les premiers jours, le front était très rapproché de la ville, c'était à 15 km de la ville. Donc en fait, les gens sont partis comme ça en masse creuser
des tranchées anti-chars, construire des blocs-postes, enfin des postes, des points de contrôle, etc. Dans les unités, dans les comment ça s'appelle dans la base militaire de Krivelik, il n'y avait absolument rien, donc il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de nourriture, et du coup les gens commencent à recevoir des coups de fil pour ramener des choses dans cette base militaire. Et donc c'est comme ça qu'en fait que les personnes sont prises très rapidement en fait dans ce bénévolat, puisque ensuite les demandes de militaires continuent. D'abord, voilà, il faut trouver de la nourriture, il faut trouver des matelas. Ensuite, il faut fabriquer, par exemple, des gilets de pare-balles. Hein. Il n'y en avait pas assez, donc ils ont commencé à fabriquer des gilets de pare-balles tout seul, avec des bouts du métal des tuyaux, par exemple. Donc ensuite, ils vont aller dans les carrières pour les tester. Voilà. Ensuite, il y a eu un gros afflux de déplacés internes, de réfugiés, venant de la région voisine. Donc Krivelik a accueilli au moins 80 000 réfugiés. Donc il fallait créer des points de distribution de vêtements, et leur aider à trouver des logements, etc. Voilà, donc il ne s'agit pas d'un engagement citoyen abstrait pour une cause, hein, donc qui demande d'arbitrer entre intérêt personnel et bien commun, mais d'une communauté qui se dresse spontanément pour l'autodéfense immédiate. Or, pour cela, il faut bien sûr trouver du temps. Hein, donc la première condition du travail bénévole, c'est pouvoir disposer du temps libre. Donc c'est la raison pour laquelle les classes moyennes et supérieures sont surreprésentées dans les réseaux associatifs, dans le bénévolat. Hein, donc ce sont des personnes qui disposaient déjà au moment du début de la guerre de l'épargne, ou par exemple qui pouvaient conjuguer le travail bénévole avec un travail flexible par projet, le plus souvent en ligne, etc. Mais donc cela explique aussi pourquoi dans les milieux populaires, ce sont les femmes qui constituent le noyau de ces initiatives. Hein, donc c'est des femmes retraitées, des femmes au chômage, en congé maternité, ou qui occupent des emplois publics mal payés, mais aussi avec un régime de travail très différent du régime industriel qui leur permet de consacrer une grande partie de leur temps au bénévolat. Hein, donc leurs conjoints occupent souvent encore des emplois dans le secteur industriel, et ne participent que sporadiquement en appui dans ces initiatives. En tout cas, ne s'occupent pas de tout le travail d'organisation et de communication effectué H24 par les femmes. Disposer du capital social représente une autre condition du travail bénévole efficace. Donc, parmi les bénévoles ukrainiens les plus en vue, on rencontre les politiciens, les présentateurs télé, les blogueurs, etc. Hein, donc, c'est des personnes qui jouissaient déjà d'une grande notoriété avant la guerre et qui ont pu mettre à profit ce capital social pour organiser des collectes d'argent, trouver des ressources, mettre les gens en relation. Souvent aussi avec des contacts à l'étranger, etc. Cependant, donc bien qu'elles soient moins visibles dans l'espace médiatique, les représentants des classes populaires sont également à l'origine de nombreuses initiatives de ce type. Hein, donc si beaucoup de mes enquêtés ont insisté sur le manque d'expérience dans le domaine du bénévolat, les bénévoles les plus actifs, et surtout les personnes qui prennent la direction des organisations, sont souvent les personnes dotées d'un fort capital social. Hein, donc en fait, c'est des personnes qui sont connues de leur communauté, de leur quartier, personnes à qui on fait confiance en vertu des preuves faites déjà dans le passé. Voilà, par exemple, une travailleuse d'une école, elle va avoir tout un ensemble de contacts, parce qu'elle connaît des parents d'élèves, elle est en lien avec le quartier, donc elle a déjà un réseau qu'elle peut mobiliser pour collecter des ressources et mobiliser les gens. Ou une autre personne que j'ai interrogée, qui est une travailleuse sociale, donc pareil, une travailleuse sociale, elle a depuis 20 ans accumulé beaucoup de contacts dans le quartier. Donc les activités des bénévoles comprennent certes des tâches qui sont traditionnellement associées à la masculinité, hein, donc la plupart des travaux de la logistique comme charger, décharger un camion, conduire une voiture, etc. Mais beaucoup de tâches sont celles auxquelles des femmes sont
socialement assignées, donc la cuisine, la couture. Donc beaucoup de gens dans ce quartier fabriquent des filets de masquage et des costumes de masquage pour les militaires, mais aussi le travail de soins et d'écoute. Par ailleurs, le travail reproductif qui est effectué par les femmes s'est considérablement intensifié pendant la guerre, avec la fermeture des écoles et le départ des hommes sur le front. C'est vrai que ces rôles de genre ne sont presque jamais contestés explicitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique, beaucoup de femmes des classes populaires défient la division sexuelle du travail. Donc elles dirigent des organisations, elles effectuent toutes les tâches de la logistique au même titre que les hommes, font des allers-retours sur la ligne de front. Et cela contraste en fait avec les ONG libérales, où les femmes s'occupent quasi exclusivement des tâches exécutives, et avant tout des tâches relationnelles liées aux soins des personnes et l'animation des activités associées aux loisirs. Par contre, ce sont les hommes qui assument quasi systématiquement les tâches de direction dans ces organisations. Donc il est important de noter que le bénévolat en tant que tel est très féminisé, et qu'il s'inscrit dans une logique d'une militarisation de la société qui renforce les inégalités de genre et la division sexuelle du travail. Donc les hommes font la guerre, les femmes les soutiennent à l'arrière. Alors bien évidemment, dans l'armée ukrainienne, il y a des femmes, et avant le début de l'invasion, l'armée ukrainienne a été une des plus féminisées au monde. Mais voilà, on constate quand même que la guerre renforce les inégalités de genre. Mais dans les organisations où la division technique du travail n'existe pas, comme les organisations des classes populaires où j'ai étudié, le travail reproductif offre en fait aussi aux femmes des classes populaires des possibilités inédites de politisation à travers la socialisation de ce travail qui sort du foyer, qui devient collectif et visible. Donc une des organisations que j'ai étudiées, c'est une vingtaine de femmes principalement retraitées, mais qui vont cuisiner ensemble et qui vont ensuite prendre quand même la voiture et ramener tout ça sur le front. Donc pour les femmes, c'est non seulement une manière de résister, mais aussi de s'organiser de manière autonome, à la fois de la classe dominante et des hommes. Et elles font ça autant pour elles que pour les hommes. Ainsi, quelques mois après le début de l'invasion, l'approvisionnement de l'armée s'est amélioré. Donc il n'y avait pas vraiment, on va dire, de risque de faim pour les militaires. Et les militaires d'ailleurs ont des salaires plutôt élevés pour l'Ukraine. Mais les femmes que j'ai interviewées, reconnaissent elles-mêmes que livrer des plats faits maison sur la ligne de front n'est pas aujourd'hui une question de survie. Et la valeur de leur activité est davantage affective que purement utilitaire. Donc elles ne relèvent pas de survivre. Comme elles disent elles-mêmes, leur rôle c'est de maintenir la connexion pour les militaires entre la réalité brutale du front et la réalité de la vie civile. Donc livrer des repas faits maison, c'est apporter aux soldats quelque chose qui leur rappelle leur chez-soi, et en même temps, aussi tout simplement leur parler, donc leur rappeler qu'il y a des gens à l'arrière qui les soutiennent. Et certaines aussi ont formulé ça en sous forme de solidarité entre femmes, donc en disant « je ferai à manger pour le fils de quelqu'un ». Et je me dis que quelqu'un s'occupera du mien. Parce que, bien évidemment, la plupart des personnes que j'ai interviewées ont quelqu'un de leur famille, amis, qui sont déjà en train de combattre. Donc ça, c'était pour la présentation très générale. Donc en fait, mon livre va s'organiser en 4 chapitres. Donc d'abord, l'inscription de ces organisations dans l'économie du bénévolat. Ensuite, deuxième chapitre sur le travail bénévole, et comment il s'articule au travail salarié et au travail reproductif. Troisième chapitre sur le rapport à la politique, donc qu'est-ce que mes enquêtés pensent de tout ce qui se passe en Ukraine depuis le Maïdan. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai interviewé beaucoup qui étaient anti-Maïdan à l'époque, voire ont même participé à l'anti-Maïdan local, qui détestent Poroshenko, donc qui ont voté Zelensky aux dernières élections.
D'ailleurs, oui, Kryvyi Rih, la ville où j'ai fait mon enquête, c'est la ville natale de Zelensky. Zelensky il est né dans cette ville. Ah oui. Alors que la bourgeoisie a quand même massivement voté Poroshenko en 2019. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui reste, dont il faut tenir compte et qu'il faut expliquer. Et dans la dernière partie, j'analyse donc plutôt la sphère symbolique, donc le rapport de mes enquêtés à la fois à la question de la mémoire historique, hein, qu'est-ce qu'elle pense des lois sur la décommunisation? Est-ce qu'il faut tout rejeter dans l'héritage soviétique? Qu'est-ce qu'ils pensent de la glorification de la mémoire du mouvement national, de Bandera, etc. dont on parle beaucoup en ce moment. Et aussi la question linguistique. Hein, donc la question linguistique, puisque voilà, en Ukraine, la question linguistique est très compliquée, donc ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, parce que pour l'instant, c'est le chapitre sur lequel j'ai le plus travaillé. J'ai déjà parlé depuis combien de temps ? Voilà, donc je passe à la question linguistique. Donc comme vous savez, depuis 2014, la question ethnolinguistique était au cœur des discours de Poutine, justifiant l'annexion de la Crimée et puis l'intervention militaire dans le Donbass. Par exemple, le 24 juin 2014, à l'issue d'une conférence de presse en Autriche, Poutine a souligné que la Russie, je cite, « protégera toujours les Russes ethniques d'Ukraine et cette partie du peuple ukrainien qui se sent intrinsèquement liée à la Russie, non seulement sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan culturel et linguistique, et qui a le sentiment de faire partie du monde russe au sens large. » Hein, donc, l'hostilité du nouveau pouvoir post-Maïdan à l'égard de russophones trouverait sa confirmation, selon les séparatistes et leur soutien russe, dans l'abrogation immédiate de la loi sur les langues régionales, qui a été donc adoptée par le Parlement après Maïdan. Donc cette loi sur les langues régionales qui a été adoptée 2 ans plus tôt sous Yanukovych. Du côté ukrainien, l'approche ethnolinguistique de la guerre prédomine également dans le discours officiel et médiatique. Donc bien évidemment, selon les Ukrainiens, l'objectif de la Russie ne serait pas la défense des droits des russophones, puisque ce sont les russophones qui sont les plus touchés par la guerre, donc l'Est et le Sud de l'Ukraine, mais la destruction de l'identité ukrainienne en tant qu'identité ethnolinguistique et culturelle. Donc la Russie serait l'héritière de l'Empire russe et de l'Union soviétique, qui a toujours nié l'existence du peuple ukrainien en tant que peuple distinct. Et du coup, en réponse aux menaces des idéologues russes pro-guerre de désukrainiser l'Ukraine, hein, puisqu'on a vu un texte comme ça sortir 1 mois après l'invasion, les intellectuels et les pouvoirs publics ukrainiens s'attellent à dérussifier l'Ukraine. Hein, donc il y a un discours de dérussification. Donc chacun de ces discours s'appuie au fond sur le même paradigme monolinguistique de la nation et l'idée qu'il y aurait au sein de la nation une conformité parfaite entre les caractères ethniques, la langue, l'héritage historique et les orientations politiques. Hein, donc d'un côté on dit s'ils sont russophones, ça veut forcément dire que ce sont des Russes et donc ils doivent rejoindre le monde russe. De l'autre côté on dit s'ils sont ukrainiens, alors forcément leur langue maternelle est en fait l'ukrainien, même s'ils parlent russe, et ils doivent se dérussifier. Voilà. S'ils parlent russe, c'est parce que l'Ukraine a subi pendant des siècles des politiques de russification. Donc celles et ceux qui sont ainsi renvoyés à la catégorie de russophones d'Ukraine se trouvent pris en étau entre ces 2 injonctions sans qu'une voix autonome leur soit accordée. Donc comment est-ce que ces russophones d'Ukraine répondent à cette double injonction dans le contexte de guerre? Donc mon enquête montre qu'un bon nombre d'habitants de Kryvyi Rih, ville qui est réputée très russophone, a rejeté la première injonction en s'engageant résolument dans la résistance contre l'extension du monde russe. Mais qu'en est-il de la seconde injonction? Donc comment est-ce que l'engagement dans la résistance réconfigure les comportements linguistiques localement? Donc est-ce que les classes populaires locales adhèrent à l'idéologie monolinguistique dominante qui les enjoint à se convertir
donc à changer de langue, ou est-ce qu'elles s'attachent au contraire à défendre leur identité linguistique locale? Enfin, est-ce que les catégories même d'ukrainophone et de russophone s'accordent avec les réalités de terrain? En fait, je montre que pas vraiment. Donc, c'est à l'ensemble des questions que ce chapitre sur la langue cherche à répondre. Et sur le plan méthodologique, donc je précise que je récuse à la fois un point de vue idéaliste qui accorderait une pleine autonomie à la question ethnolinguistique et qui aborderait les luttes idéologiques sur le terrain de la langue sans prendre en compte la base matérielle, les intérêts matériels qui sont derrière. Mais aussi, je récuse le point de vue économiciste qui réduit les luttes autour de la langue à une question illusoire, derrière laquelle se cacheraient les intérêts des dominants, et une question qui servirait simplement à diviser la classe ouvrière, diviser les exploités pour mieux gouverner. Donc je pars de l'hypothèse que la langue est un enjeu à part entière de la lutte des classes, d'une part parce que l'idéologie linguistique qu'on peut définir comme l'ensemble de croyances logiques et discours qui servent de médiation entre les formes sociales et les formes de parole, est l'une des composantes essentielles de l'ordre social. Donc, les hiérarchies symboliques entre les langues ou entre les différents usages de la même langue reflètent, justifient et renforcent les hiérarchies sociales. Donc, en Ukraine, l'idéologie linguistique dominante est celle du monolinguisme, qui élève la langue ukrainienne pure, par opposition à la langue russe pure, à laquelle elle dispute actuellement le statut de langue dominante, et qui dévalorise par là même les formes linguistiques mixtes et d'autres comportements linguistiques plus ambigus, comme le bilinguisme ou l'alternance des codes. D'autre part, la langue apparaît aussi comme un véritable terrain de la lutte des classes, à la fois un instrument de domination et une ressource pour la résistance. Cela est d'autant plus vrai dans le cas de l'Ukraine, où la déstabilisation des hiérarchies sociales et linguistiques induite par la chute de l'URSS n'a pas encore débouché sur un nouvel ordre symbolique hégémonique. Donc, en sommant les individus à choisir explicitement leur langue, cette situation favorise en même temps une plus grande réflexivité, une plus grande prise de distance par rapport aux normes linguistiques en tant que telles et les hiérarchies sociales correspondantes, surtout de la part des locuteurs, comme je vais essayer de le montrer, dont la langue habituelle est une langue hybride qui échappe à la dichotomie entre le russe et l'ukrainien, qui s'appelle surjik, dont je vais parler tout à l'heure. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop m'arrêter sur l'histoire de l'ukrainien comme langue dominée, mais il faut quand même en dire quelques mots. Donc, la langue ukrainienne connaît une longue histoire de langue dominée. Donc il y a, d'autres puissances ont aussi pratiqué des discriminations vis-à-vis de l'ukrainien, mais c'est surtout sur les territoires qui tombent progressivement sous la domination de l'Empire russe où ces discriminations sont les plus grandes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la conception de la grande nation russe qui se développe à partir du XVIIIe siècle est conçue comme une nation à trois têtes, en fait, où il y aurait les grands Russes, c'est-à-dire les Russes, les petits Russes, les Ukrainiens, et les Russes blancs, c'est-à-dire les Biélorusses. Donc, en gros, au sein de l'empire colonial qui est l'empire russe, l'Ukraine ne subit pas des processus de racialisation qui va accentuer les différences, mais au contraire va subir une négation pure et simple de l'existence d'une identité ethnolinguistique distincte. Cette affirmation de la nation pan-russe, unissant les trois peuples, allait de pair avec l'affirmation de son homogénéité linguistique. Donc, il y a un fameux circulaire de Valouyev qui date de 1863 qui stipule, je cite, qu'aucune langue petite russe n'a jamais existé, n'existe pas et ne doit exister. Donc en Russie, on considérait que l'ukrainien, c'est, je cite, du russe corrompu par l'influence de la Pologne. Voilà, donc un mélange du russe et du polonais. Donc pourtant, dans la pratique, en fait, les processus d'assimilation aboutissent en fait à la rigidification des différences ethnolinguistiques préalables, qui existent bel et bien, en tant que différences sociales.
donc elles vont exprimer et renforcer en même temps. En fait, les politiques d'assimilation de l'Empire vont surtout cibler les élites locales. Donc, ils vont empêcher le développement d'une culture lettrée autonome, en interdisant les publications en dialecte local, l'enseignement supérieur en dialecte local, etc. Donc, en fait, au XVIIe, XVIIIe siècle, pendant que la noblesse et l'Église orthodoxe russe vont s'emparer des terres cosaques, je ne vais pas m'arrêter sur ça parce que ça va être encore trop long, et asservissent la paysannerie locale qui parle un dialecte spécifique, les descendants russifiés des chefs cosaques vont être intégrés aux classes dominantes de l'Empire. Donc, loin de réduire la diversité linguistique réelle, les politiques linguistiques de l'Empire contribuent bien plutôt à cimenter culturellement les classes dominantes de l'Empire. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, l'aristocratie et plus tard la bourgeoisie ukrénophone est absente. Donc c'est vraiment les classes paysannes qui parlent ce dialecte local, petit russe, comme on l'appelle dans les textes officiels. En même temps, une partie de l'intelligentsia s'attache à élaborer et à codifier l'ukrainien moderne au XIXe siècle sur la base des langues vernaculaires locales. Et il y a toute une littérature qui va commencer à se développer au XIXe siècle, la littérature ukrainienne, qui va prendre surtout pour objet la dureté des conditions de vie et de travail de la paysannerie locale. Donc, dès le début, la promotion, le développement de la langue du peuple, la langue ukrainienne, s'accompagne d'un projet d'émancipation à la fois nationale et sociale de la paysannerie. Voilà, après l'abolition du servage dans l'Empire russe en 1861, qui donne un coup d'envoi au développement du capitalisme dans l'Empire russe, les représentants de l'intelligentsia ukrainienne vont se tourner massivement vers le socialisme. Donc en fait, avant la révolution de 1917, une grande partie du mouvement national ukrainien est en fait socialiste. Et donc, voilà, et les répressions, enfin les restrictions linguistiques vont se perdurer. Donc jusqu'à la révolution de 1905, l'usage écrit et oral de l'ukrainien est strictement interdit dans la sphère publique. En 1917, il y a un bref épisode de l'existence d'une république populaire ukrainienne qui proclame son indépendance et qui va faire de l'ukrainien une langue d'État officielle, mais cet épisode ne dure pas longtemps puisque les bolcheviks, les bolcheviks prennent le contrôle finalement d'une grande partie de l'Ukraine orientale. Donc d'abord, il y a l'idée que les nations, les langues particulières de l'Union vont dépérir, donc ne doivent pas du tout faire objet de développement comme une fin en soi, mais ultimement, sous la pression des aspirations sociales et nationales des peuples de l'Ancien Empire, les bolcheviks reviennent sur la conception d'une nation prolétaire homogène et unie par une seule langue, et vont, entre 1925 et 1932, promouvoir des politiques d'indigénisation. Bon, mais ça ne dure pas longtemps, encore une fois. Très rapidement, elle commence à être perçue comme un obstacle à la centralisation politique et industrielle qui est entamée par Staline. Et le russe redevient la langue dominante de l'URSS en tant que langue universelle de la révolution, de l'urbanisation et du progrès industriel. Et en Ukraine, il y a une situation de diglossie s'établit où la langue ukrainienne est à la fois reconnue comme langue titulaire d'une république soviétique éponyme, mais où, en même temps, elle occupe le lieu d'une langue inférieure, associée à la paysannerie, donc à l'arriération économique et culturelle, et potentiellement au nationalisme anticommuniste. Donc, dans l'ensemble, les politiques soviétiques ont confirmé et cimenté la hiérarchie des valeurs linguistiques héritées de l'époque tsariste. Donc, au moment de la chute de l'URSS, la plupart des villes de l'Ukraine sont russophones. Donc, l'ukrainien standard, l'ukrainien littéraire, n'est alors parlé que par une mince couche d'intelligentsia, alors que dans les campagnes et les quartiers ouvriers des grands centres urbains, c'est le mélange de l'ukrainien et du russe, qu'on appelle surjk, qui sert de moyen de communication principal. Malgré l'instauration de l'ukrainien comme seule langue officielle dès 1989, le russe reste la langue privilégiée des couches urbaines éduquées. Donc il y a bien évidemment la mise en place des mesures de promotion de l'ukrainien dans l'administration, l'éducation, la culture, les médias.
Mais en même temps, le russe garde son prestige et il y a des forces politiques et sociales qui bloquent aussi la promotion de l'ukrainien, donc notamment la vieille gauche stalinienne pro-russe, et qui est soutenue par des personnes qui ont peur de perdre leurs privilèges matériels et symboliques qui sont liés au fait d'être des locuteurs natifs de la langue russe. Donc, l'ukrainien commence son ascension sociale plutôt après 2004, donc ça c'est la révolution orange de 2004 qui porte au pouvoir le candidat national-libéral, donc ukrainophone et pro-européen Viktor Yushchenko. Et ensuite, donc en fait c'est ce processus de l'ascension de l'Ukrainien, il est ponctué par deux autres événements, donc l'Euromaïdan en 2014 et l'invasion russe lancée en février 2022. Donc, dans le discours dominant à l'époque post-Maïdan, la langue ukrainienne devient le pilier du projet de construction nationale, mais aussi le symbole de l'orientation géopolitique pro-européenne, démocratique, libérale et de la lutte contre les prétentions impérialistes de la Russie. Cependant, entre 2014 et 2022, le rejet catégorique de la langue russe et de la culture russe reste un phénomène marginal, même parmi les militants de l'Euromaïdan et des personnes engagés comme volontaires dans le Donbass. La conversion à l'ukrainien est alors perçue comme un geste d'engagement citoyen exceptionnel. C'est vraiment depuis février 2022 qu'on assiste à une vague massive de conversion. Donc les politiciens, les grands patrons, les célébrités, les artistes, les intellectuels abandonnent le russe pour l'ukrainien dans leur activité professionnelle, dans leur communication avec le public, mais aussi dans leur vie privée. Et ces conversions sont amplement médiatisées, puisque elles donneraient l'exemple d'une ukrainisation douce, car prétendument consciente et volontaire. Donc, et en effet, la Constitution garantit le droit d'utiliser toute langue autre que l'ukrainien en dehors des contextes encadrés par la loi. Mais en fait, aujourd'hui, aucune parole proférée en russe ne saurait désormais prétendre au statut de parole légitime et signifiante dans l'espace public. Du coup, aujourd'hui, la conversion n'est plus considérée comme un acte militant, mais il y a une pression sociale de se convertir à l'Ukraine. Et moi, je vais montrer qu'en fait, la consolidation de ce nouvel ordre symbolique se heurte en fait encore aux résistances qui reflètent à la fois les divisions géographiques, mais aussi les divisions sociales de la société ukrainienne. Donc il faut rappeler que le statut dominant d'une langue ne se mesure pas au nombre de locuteurs de cette langue. Une langue dominante, c'est en fait la langue à laquelle sont attachées des valeurs sociales supérieures et qui constitue une norme d'évaluation et d'hiérarchisation des pratiques langagières concrètes. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que depuis le 24 février 2022, l'ukrainien s'affirme comme la langue dominante à Kiev. Donc moi, je suis aussi passée par Kiev, où je suis née, et moi je suis née dans une ville complètement russophone, j'ai grandi dans une ville russophone, je suis aussi allée à une école russe jusqu'à la seconde. Et aujourd'hui, j'arrive dans une ville où on entend beaucoup l'ukrainien. Mais en fait, dans la rue, il est toujours très courant d'entendre le russe, sauf que maintenant, cette langue est reléguée dans la sphère privée, réservée à la communication avec les proches. En 2021, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur, qui maintenant impose aux employés de service, d'utiliser l'ukrainien. Ce qui fait que maintenant, dans les magasins, dans les bars, dans les cafés, les employés s'adressent à toi en ukrainien. Et cette loi est systématiquement respectée à Kiev. Et aussi dans la rue, maintenant, il est convenu que c'est en ukrainien qu'il faut s'adresser à un inconnu. Donc, donc un camarade que j'ai interviewé dit que cette situation reflète l'existence d'une nouvelle norme sociale qui s'impose depuis l'invasion. Donc je cite ce qu'il dit. « D'un côté, je vois un désir sincère de la part de certaines personnes de se convertir à l'ukrainien, et je leur dis d'accord, je vous en prie, c'est votre choix. Mais d'un autre côté, je vois des gens qui se mettent à parler l'ukrainien parce que cela devient une norme, une exigence sociale. Parce que tu ne sais jamais quelle sera la réaction, tu comprends qu'il peut y avoir une réaction négative vis-à-vis de la langue russe.
Du coup, avec un inconnu, tu choisiras plutôt d'entamer la conversation en ukrainien. Puis, il s'avère que vous parlez en fait tous les deux le russe, et à un moment donné, vous vous en rendez compte et vous basculez vers le russe. Mais la conversation commence en ukrainien. Peut-être quand la guerre sera terminée, cela reculera un petit peu. Je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est comme ça, et je ne pense pas que ça soit une situation saine. Personnellement, elle ne me plaît pas. Et lui, il est russophone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Kryvyi-Rih, moi j'étais immédiatement frappée par le contraste avec la nouvelle situation linguistique qui s'est établie à Kiev. Donc dans la rue, il est très rare d'entendre l'ukrainien. Les gens parlent principalement le russe, mais aussi beaucoup parlent surjk, donc un mélange du russe et de l'ukrainien. Donc la loi sur l'usage obligatoire de l'ukrainien dans les services est à peine appliquée. Et un épisode qui m'a aussi étonnée, c'est d'entendre de la musique russe dans l'espace public. Donc à Kiev, aujourd'hui, c'est quasiment inimaginable. Et à Kryvyi-Rih, un jour, je montais dans le bus pour me rendre à un entretien. Et là, le conducteur met à fond la chanson Vaina, guerre, du groupe soviétique Kino. Donc c'est une chanson antimilitariste qui a été écrite en 1988 par Viktor Tsoi, qui était lui-même donc un réfractaire de l'armée, donc qui voulait pas être enrôlé dans l'armée soviétique qui combattait à l'époque en Afghanistan. Donc une référence plutôt intuitive, mais moi je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un malaise. Je m'attendais vraiment qu'il y a quelqu'un qui se lève pour dire au conducteur de changer de chanson. Mais ça s'est pas produit, et en fait il y a un militaire qui rentre dans le bus tranquillement, donne de l'argent au conducteur, et puis on continue avec vraiment cette chanson en langue russe sur le fond, avec un refrain entre la terre et le ciel, la guerre, et où que tu sois, quoi que tu fasses, entre la terre et le ciel, la guerre. Et en fait, tout au long du trajet, qui a duré 1 heure, on a écouté tout l'album de ce Et donc, ce qui est intéressant, c'est les contrastes en fait entre les situations linguistiques à Kiev et Kryvyi-Rih sont révélateurs de plusieurs choses. Donc, premièrement, on voit que le rejet catégorique de la langue et de la culture russe n'est pas un phénomène généralisé. Donc, alors que l'intelligentsia ukrainienne appelle au boycott international de la culture russe, ça n'a pas de soutien unanime en Ukraine même. Et en fait, les références antimilitaristes qui ont été partagées par toute une génération de perestroïka, de même d'ailleurs que la mémoire de la résistance collective de l'armée soviétique contre le fascisme, sont réactualisées aujourd'hui par une partie des Ukrainiens dans le contexte de la guerre actuelle. Deuxièmement, on voit aussi que le bouleversement de la situation linguistique qui s'est opéré à Kiev en moins d'une génération montre l'inadéquation des catégories essentialistes telles que russophone et ukrainophone. En fait, ces catégories ont été forgées sur la scène politique interne dans le cadre d'une concurrence entre plusieurs blocs oligarchiques, et ensuite ont été instrumentalisées par la Russie pour justifier l'annexion des territoires ukrainiens. Mais en fait, ces catégories visent à polariser, à figer une situation qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mouvante. Donc, d'une part, l'écrasante majorité des Ukrainiens, toutes régions confondues, est bilingue ou plurilingue. Donc, tout le monde a une connaissance au moins passive de l'ukrainien et du russe, grâce à l'enseignement, les médias, les contacts réguliers avec les institutions de l'État, la culture populaire, les interactions interpersonnelles. Et aussi, on voit qu'une personne peut changer de comportement linguistique au cours de sa vie. Donc, elle peut choisir de passer à l'ukrainien. Et pourquoi est-ce que ce passage est finalement relativement facile? C'est parce qu'en fait, à la base, la personne était bilingue, même si elle maîtrisait pas l'ukrainien, elle n'utilisait pas l'ukrainien quotidiennement. Donc, en Ukraine, il est préférable de ne pas utiliser de catégorie de russophone d'une part, ukrainophone d'une part, mais parler de comportement linguistique, préférence linguistique. On peut aussi, au cours d'une conversation, changer de langue. D'ailleurs, au début des années 2000, à Kiev, nous, on avait souvent des conversations bilingues. Donc, moi, je pouvais parler russe, quelqu'un qui me parle l'ukrainien, et en fait, on fait même pas attention en fait qu'on parle deux langues différentes, on s'entend, etc.
Mais voilà, cette idée qu'il y aurait le russe d'un côté, l'ukrainien d'un côté, est vraiment renforcée par l'idéologie monolinguistique actuelle dans toutes les enquêtes que les instituts de recherche ukrainiens font en ce moment. Sur la situation linguistique, on demande aux gens de choisir est-ce que vous parlez le russe ou est-ce que vous parlez l'ukrainien. Est-ce que votre langue maternelle c'est le russe ou est-ce que votre langue maternelle c'est l'ukrainien. Donc ils ne proposent pas même des options du bilinguisme et ils évitent complètement de parler du surge, donc de ce mélange de langues qui est vraiment n'est pas du tout considéré comme une vraie langue. Bon, alors, est-ce que j'ai un peu de temps ? Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est quoi en fait ce surge, ce mélange du russe et de l'ukrainien? En fait, donc, les formes linguistiques hybrides entre l'ukrainien et le russe, qui sont réunies sous terme de surge, se développent depuis la fin du XVIIe siècle, parallèlement au processus d'intégration des territoires ukrainiens à l'Empire, donc comme une forme d'adaptation des populations locales à son appareil administratif. Les politiques de russification, le mouvement migratoire de la campagne vers la ville, ainsi que l'arrivée massive des travailleurs venus d'autres parties de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, contribuent à l'extension du surge, surtout en Ukraine centrale. Enfin, les politiques linguistiques promues par l'État ukrainien depuis la chute de l'URSS donnent lieu à un phénomène nouveau auquel certains chercheurs donnent le nom de néosurge. Donc, ce terme fait référence au fait que maintenant c'est des locuteurs russophones, surtout dans les grandes villes de l'Est et du Sud de l'Ukraine, ont commencé à intégrer des éléments d'ukrainien dans leur langage puisque c'est devenu la langue officielle de l'État. Donc historiquement, le surge ou les surges, puisqu'il s'agit d'une grande variété de combinaisons dont la possibilité de codification fait encore débat parmi les sociolinguistes, est le résultat à la fois d'une longue histoire de domination coloniale et des politiques de décolonisation culturelle qui ont été entamées par l'État ukrainien depuis la déclaration de l'indépendance. Donc c'est la raison pour laquelle, dans l'idéologie linguistique dominante en Ukraine, cette forme linguistique est au mieux perçue comme une forme transitoire, donc des russophones apprenant l'ukrainien, au pire comme une langue déformée, inauthentique, menaçante pour la pureté de la langue nationale. Donc au lieu d'interpréter le surge comme le produit de la créativité des opprimés, les linguistes et les sociologues qui sont alliés au projet étatique de la construction nationale ne voient dans ce code mixte qu'une forme de capitulation et d'adaptation passive d'une partie de la population ukrainienne au projet colonial, perpétué en raison de l'inertie et de manque de conscience nationale. D'ailleurs, les jugements qui sont portés sur le surge sont très marqués par un mépris de classe, puisque en fait, c'est en effet les classes populaires des campagnes et des villes qui parlent le surge. Donc on parle de cette langue comme une langue des incultes. On considère, voilà, si les gens parlent cette langue, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à apprendre ni l'une ni l'autre langue. Et ce qui fait que un des paradoxes de l'idéologie dominante consiste à la fois dans la romantisation du village comme source d'authenticité de la culture et de la langue ukrainienne. Voilà, donc il y a beaucoup en Ukraine en ce moment, toute cette folklorisation autour des chemises nationales, autour des chansons traditionnelles. Et en même temps, il y a une stigmatisation de la langue qui est réellement parlée dans les campagnes, qui est en fait un mélange du russe et de l'ukrainien. Or, cette stigmatisation, elle est en même temps cruciale dans la lutte pour la légitimation de l'ukrainien face au russe comme langue prestigieuse, comme langue des élites, par opposition à la langue des classes basses. Donc il y a eu quand même des enquêtes pour essayer d'évaluer le nombre de surgicophones en Ukraine. Donc en Ukraine centrale, là où j'ai mené mon enquête, voilà, il y a des enquêtes qui montrent que 30% des Ukrainiens habitant ces régions parlent surge dans la famille et dans la communication informelle. Et voilà, ma propre enquête, elle confirme en fait ces chiffres, puisque parmi les 30 personnes que j'ai interviewées, la moitié parlait ce langage mixte entre le russe et l'ukrainien. Donc sur 30 personnes, 15 personnes parlaient surge, seulement 6 personnes ont adopté l'ukrainien pendant l'entretien, donc seulement 20%, et 30 autres % ont adopté le russe.
Donc moi, j'étais vraiment frappée par la richesse des pratiques linguistiques que j'ai pu observer. Donc des pratiques qui semblent mettre à mal le principe monolinguistique comme fondement de l'identité nationale. Mais en même temps, j'ai relevé des contradictions dans les discours de mes interlocuteurs sur le sujet de leurs propres pratiques. Ainsi, la majorité de mes interlocuteurs des classes populaires se montrent indifférents, voire hostiles aux injonctions de changer leur comportement linguistique, de passer à l'ukrainien, tout en adhérant à l'idéologie linguistique dominante, c'est-à-dire à l'idée que l'ukrainien est la seule langue constitutive du corps politique national. Cela contraste avec les pratiques linguistiques et les discours tenus par les classes moyennes et supérieures, qui, elles, notent au contraire l'importance pour eux de la question linguistique et mettent activement en place des stratégies individuelles et collectives de réalisation de l'idéal monolingue. Donc les rapports de classe qui structurent l'économie du bénévolat affectent également les pratiques linguistiques et déterminent la réception par mes interlocuteurs des politiques linguistiques de l'État et des discours médiatiques sur la langue. Voilà, et je vais terminer donc, sur mon terrain, mais plus précisément. Les positions les plus tranchées et les plus conséquentes sur la question linguistique sont exprimées par les représentants des ONG libérales, donc des personnes de classe moyenne et supérieure. C'est dans ces milieux qu'on trouve le plus grand nombre de convertis, donc des personnes qui ont décidé de passer entièrement à l'ukrainien. Et plusieurs de mes interlocuteurs ont en réalité effectué ce passage, ou au moins partiel à l'ukrainien, bien avant l'invasion, au moment où ce geste avait encore la signification d'un acte militant exceptionnel, surtout dans une ville comme Kryvyi Rih qui est très russophone. En fait, c'est des gens qui ont souvent participé au Maïdan et qui ont conçu la conversion à l'ukrainien comme la fidélité au Maïdan. Donc, par exemple, c'est le cas de Sergi, le dirigeant d'une ONG libérale et participant de l'Euromaïdan local. Donc lui-même grandit dans une famille russophone, mais qui se positionne assez rapidement dans l'espace culturel ukrainophone. Donc déjà son père, en 1995, a lancé une émission radio en ukrainien consacrée aux thématiques religieuses. Et lui, en fait, donc lui-même, en 2012, décide de franchir le pas et de se convertir complètement à l'ukrainien. Et désormais, il considère l'ukrainien comme sa langue maternelle. Donc c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit, pour moi, il y a eu 2 indicateurs. Lorsque j'ai été en mesure de prier en ukrainien librement, c'est-à-dire spontanément, non pas au cours d'une cérémonie ou d'une liturgie, mais simplement pour m'adresser à Dieu. Et lorsque j'ai été capable de m'adresser sincèrement à ma femme à certains moments. Et quand je l'ai senti, dans ces 2 moments les plus intimes, j'ai compris que c'était ma langue maternelle. Tout comme avec nos enfants adoptifs, nous utilisons la notion non pas de mère maternelle, mais de mère biologique pour celle qui a donné naissance, et de mère maternelle pour celle qui est là maintenant. De même, notre langue maternelle, c'est l'ukrainien, et l'autre, je ne sais pas quel mot utiliser, biologique, physiologique, première, ou quelque chose dans le genre. Parce que ce n'est pas notre langue maternelle. Nous avons été russifiés. C'est assurément un processus artificiel. Il existe des dizaines, des centaines de preuves de russification des institutions et de l'édition à l'époque de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Bien qu'il y ait eu aussi des processus d'ukrainisation et d'affaiblissement des restrictions, c'est vrai, mais globalement, ils nous ont russifiés. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est un aspect méga important. Et nous sommes en train de promouvoir cela, c'est notre valeur, et de le mettre en œuvre, et ainsi de suite. Bien que je sois pas ethniquement, mais je suis née dans une famille russophone. Voilà, donc chez Sergi, il y a une tension qui surgit à première vue entre une vision constructiviste et une vision essentialiste de la langue et de l'ethnicité. Donc, d'une part, la langue qu'on appelle généralement langue maternelle est désignée par lui sous le terme de langue biologique, physiologique, première. Donc quand il est pressé ou quand il s'énerve, spontanément, il peut encore parfois recourir au russe, mais pour lui, c'est comme s'il était incapable de se contrôler, comme si c'était un automatisme corporel. Donc la nature sociale de la langue est ainsi dissimulée, mais à l'inverse, donc la langue maternelle serait pour lui celle dans laquelle il peut s'épanouir et s'exprimer pleinement et librement. Donc dans son cas, il s'agit d'une langue dont la maîtrise n'a été complètement acquise qu'à l'âge adulte. Par conséquent, l'identité linguistique peut être une affaire non seulement d'apprentissage, mais aussi de choix conscient. Donc c'est
une idée constructiviste de l'identité linguistique. Mais sa réflexion ne s'arrête pas là, puisque il dit que si le russe c'est sa langue première, c'est parce que les Ukrainiens, en tant que peuple, ont été russifiés au cours d'un processus qualifié d'artificiel. Donc la langue ukrainienne serait en revanche une propriété naturelle, immuable du peuple, conçue comme une essence idéale. C'est à cette langue essentielle que les Ukrainiens russophones, aliénés par des siècles de domination russe, doivent aujourd'hui faire retour. Donc, tous les Ukrainiens sont supposés être en quelque sorte des locuteurs natifs d'une langue qu'ils maîtrisent peut-être à peine, mais qu'ils véhiculent à un niveau quasi génétique en tant qu'ils appartiennent au corps de la nation conçu en termes ethniques. Et en fait, cette conception ethniciste de l'identité nationale, qui est très répandue en Ukraine, est héritée de la conception soviétique des nationalités. Donc en fait, selon cette conception, chaque république soviétique avait sa communauté ethnique primordiale à laquelle était rattachée naturellement une langue titulaire. Et cette nationalité était fixée dans les passeports et transmise aux enfants. Et c'est marrant parce que c'est combiné aux politiques de russification. Ces politiques de nationalité ont paradoxalement contribué à finalement dissocier l'appartenance ethnique et le comportement linguistique en créant cette catégorie de Ukrainiens ethniques russophones. Et voilà, Sergueï lui-même, il hésite pendant un moment à se définir comme russe ethnique. Finalement, il se reprend pour dire que finalement, il est un Ukrainien ethnique, mais qui a été élevé dans une famille russophone. La question de savoir en quel sens quelqu'un peut se dire ukrainien semble présenter des difficultés encore plus importantes pour Oleg, donc un autre représentant des ONG, d'une ONG libérale, dont les origines mixtes défient l'idée même d'une identité nationale basée sur des critères ethniques. Donc il dit, en fait, pour être honnête, chez moi c'est une espèce de vinaigrette. Et ce dernier mot en russe, donc il met parfois des mots russes dans. Ma grand-mère maternelle est à moitié tzigane et à moitié ukrainienne. Passe au russe. Mon grand-père est polonais. Du côté de mon père, mon grand-père est juif et ma grand-mère est russe. Passe à l'ukrainien. Qui suis-je? Je suis ukrainien. Il rigole. Je suis ukrainien, voilà, je ne veux rien savoir, je suis ukrainien. Mais en vrai, j'ai très peu d'ukrainien en moi. Si on prend mon arbre généalogique, généalogiquement, il y a le moins d'ukrainien en moi. J'aime beaucoup ce pays et je me considère comme un vrai ukrainien. Et je ne veux pas partir d'ici, je ne l'ai jamais voulu. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis à l'étranger. Ils m'ont proposé de venir en Pologne. Tu fais des choses tellement formidables. En Pologne, en Allemagne, tu pourrais faire tellement de choses, tu pourrais gagner tellement d'argent. Et moi, je veux faire quelque chose ici, investir quelque chose, laisser quelque chose derrière moi pour ce pays. Je suis née ici, je veux mourir ici. Je veux que ce pays soit meilleur après moi qu'il ne l'était avant moi. Voilà, donc Oleg propose une vision alternative de l'identité ukrainienne. C'est plus le droit du sang, mais plutôt le droit du sol. Je suis né ici, je veux mourir ici. Et sur des critères proprement citoyens. Donc s'il est ukrainien, c'est parce qu'il aime ce pays, qui s'exprime à travers des actes qui visent à rendre ce pays meilleur. Donc la posture citoyenne est renforcée par l'accentuation du sacrifice que ce choix représente. Il pourrait gagner plus d'argent à l'étranger, mais il reste ici pour contribuer à l'amélioration du pays. Mais le fait qu'il trouve quelque chose de comique dans sa propre auto-identification comme ukrainien, compte tenu de ses origines, montre quand même que cette conception civique et multiethnique de la nation ukrainienne ne va pas de soi, et que sa légitimité est en fait fortement concurrencée par l'idéal dominant de la pureté ethnolinguistique. Bon, donc on voit aussi dans tous ces discours que ces gens, en fait, ces nouveaux convertis, non seulement ils se convertissent, mais leur conversion est normative. Donc ils veulent convertir les autres. Et ils veulent, notamment grâce à leur organisation, promouvoir l'ukrainien de manière vraiment systématique et consciente. Et ils veulent que la société civile soit là en appui à l'État pour promouvoir l'ukrainien. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ces personnes-là défendent l'idée de l'État minimal avec l'extension maximale des marchés partout, donc dans les sécurités sociales, dans la santé, dans l'éducation. Mais sur le plan culturel, ils disent l'État doit intervenir partout où il peut, il faut les quotas, il faut tout ukrainiser à fond, il faut profiter de la guerre pour ukrainiser à fond, faire de l'ukrainisation forcée, etc. Alors, qu'en est-il des classes populaires? Donc, est-ce qu'ils adhèrent à cette idéologie? Est-ce qu'ils se convertissent ou est-ce qu'ils s'attachent à défendre leur identité linguistique préconstituée et un paradigme plurilingue pour la société ukrainienne?
Donc, chez les classes populaires de Kryvyi Rih, le russe et les différentes variantes du surj, donc du mélange, sont les langues les plus courantes de communication informelle. En même temps, mes interlocuteurs maîtrisent pour la plupart 2 ou plusieurs codes et peuvent passer plus ou moins librement de l'un ou l'autre selon le contexte, les attentes présumées de l'interlocuteur, le degré d'attention, etc. Donc, par exemple, Katia, dirigeante d'une organisation bénévole des travailleuses de la mine, alterne en permanence les 3 codes, y compris avec moi. Donc le premier contact avec elle se fait en ukrainien, donc elle-même s'identifie comme russophone, mais depuis le début de l'invasion, elle emploie l'ukrainien pour toute communication formelle ou écrite, donc elle gère sa page Facebook en ukrainien, la page de son organisation, et communique avec les gens en ukrainien pour tout ce qui est des questions formelles. En même temps, quand on se voit avec elle, elle parle russe avec moi, et son entretien individuel, on l'a fait en russe. Et elle insère seulement l'ukrainien quand elle évoque des démarches administratives. Et en même temps, encore au sein de son équipe de bénévoles, elle parle, comme la plupart des membres de son organisation, un mélange du russe et de l'ukrainien, qu'ils appellent, en rigolant, notre langue krivorojoise. Voilà, donc un surj propre à cette ville. Donc, Olga, une autre membre de la même organisation, travailleuse sociale s'occupant des personnes âgées, parle également un surj à base du russe, donc c'est plutôt russe avec des légères interférences lexicales et syntaxiques de l'ukrainien. Mais au cours de notre entretien, elle se met parfois à parler une autre variante du surj, cette fois-ci à la base de l'ukrainien, notamment quand elle se remémore des dialogues entre elle et son fils ou ses mamies. Donc elle est fille d'une laitière, elle est née dans un village de la région krivorojoise, donc elle a appris à maîtriser le surj qui est employé dans la ville, mais son surj maternel, c'est le surj du village. Et donc c'est sa langue maternelle qui fait irruption dans les moments où elle cherche à décrire des scènes d'intimité ou des expériences particulièrement traumatiques comme l'expérience du début de la guerre. En même temps, Olga se montre hostile aux pressions sociales d'abandonner le russe au profit de l'ukrainien dans le contexte de la guerre. Et curieusement, un de ses arguments, c'est que la langue qui résulte de tels efforts, représente un mélange ridicule du russe et de l'ukrainien. Donc quand je lui pose la question, bon, qu'est-ce que tu penses de toute cette polémique autour de la langue, le russe, l'ukrainien, faut-il se convertir ou pas? Elle me répond, je pense la même chose que pour les noms des rues. Si l'on nous disait, passez à l'ukrainien et la ville sera plus facile pour vous, je serais d'accord. Mais pour nous, ça ne sera pas plus facile. Eh bien, si je n'en suis pas capable, j'essaye, mais j'ai l'air stupide. Un mot comme ci, un autre comme ça. Je veux parler la langue dans laquelle je me sens à l'aise. C'est mon avis. On ne nous a pas appris que chaque pays devait avoir sa propre langue, comme la France ou l'Angleterre. Cela invite à faire plusieurs observations. Certaines surjikophones n'ont pas conscience de parler le surj en s'identifiant soit comme ukrainophone, soit comme russophone. Parce que c'est comme ça qu'on parle dans les médias. D'autres reconnaissent qu'il existe à Kryvyi Rih un surj local, mais se définissent tout de même comme russophone ou comme ukrainophone. C'est parce que dans le discours dominant, le surj n'est pas reconnu comme une langue légitime à part entière. Et la réponse de Olga témoigne justement de l'intériorisation par les classes populaires du discours sur l'infériorité des formes linguistiques mixtes qui sont ridiculisées par le discours dominant comme la langue des incultes. Donc au sentiment de honte qu'elle ressent du fait d'occuper un emploi mal rémunéré et peu reconnu socialement, c'est-à-dire à la honte de son identité sociale, s'ajoute le sentiment de honte pour les écarts réels et présumés vis-à-vis de la norme linguistique, c'est-à-dire la honte de son identité linguistique. L'espace politique et médiatique ukrainien, dominé par la doxa libérale et l'idéologie linguistique orientée sur le monolinguisme, invisibilise ainsi doublement les classes populaires et entrave la transformation potentielle des instruments de domination en instruments de la lutte des classes. On peut cependant tenter l'hypothèse que chez bon nombre de mes interlocuteurs, l'hostilité ou l'indifférence par rapport au débat virulent autour de la question linguistique soit précisément liée au fait de baigner constamment dans un milieu plurilingue où le surj occupe une place importante. Donc surj devient ainsi un point de vue, un standpoint, à partir duquel se développe un regard critique par en bas sur le discours linguistique dominant. En effet, pour un surjikophone conscient de son identité linguistique hybride, l'opposition binaire entre le russe et l'ukrainien et l'injonction à choisir son camp n'a pas de sens. C'est par exemple le cas de Natacha, présidente d'une association de défense des travailleurs victimes des accidents de travail, qui me dit en surj. Non, cela n'a pas d'importance, la question linguistique.
Non, nous sommes russophones, c'est comme ça. Et en même temps, son sourge est très ukrainophone, enfin, donc il est basé sur l'ukrainien. Non, nous sommes russophones, c'est comme ça. Nous n'avons pas de langue ukrainienne pure. Je suis née en Ukraine centrale. Dans les années 60, 70 et 80, les gens parlaient tantôt comme ci, tantôt comme ça. Et quand on allait en Ukraine occidentale, on nous disait « Oh, une moscovite est arrivée ». Non, nous n'avons pas de langue. Nous n'avons pas de langue ukrainienne pure. En Ukraine occidentale, il n'y en a pas non plus. Là-bas, il y a les Roumains. Toute notre langue est tordue. C'est la même chose à Kiev. Est-ce qu'on n'a jamais eu une langue pure? Non, nous n'en avons pas. Donc tout comme Natacha, donc en fait voilà, les gens doutent même de l'existence de l'ukrainien en tant que tel, de l'existence de la langue ukrainienne en tant que telle. Et comme Natacha, la plupart de mes enquêtés des classes populaires affirment que la langue n'est pas pour eux une question de principe. Donc chacun doit pouvoir parler au quotidien la langue de son choix. Cette conviction semble fondée à la fois sur leur propre identité linguistique et sur leur identité de classe. Katia, par exemple, ne cesse de me dire « Nous, tu sais, nous sommes de simples ouvriers, on travaille avec nos mains et pas avec notre langue. » Donc, en vertu de la division capitaliste du travail, les ouvriers sont relégués au travail matériel et considèrent que la sphère idéologique ne relève pas de leur sphère de compétence. Mais le sens qu'elle accorde à ça n'est pas neutre. Se placer du point de vue du travail, qui pour elle correspond au point de vue de la pratique, permet de développer un regard critique sur les discours souvent considérés comme futiles, voire ouvertement hypocrites. En fait, les discours et les attitudes pro-ukrainiennes ostentatoires des classes supérieures sont perçus comme des apparences potentiellement fausses. Ce qui compte, c'est pas ce que chacun dit sur son ukrainité, mais c'est ce que chacun fait concrètement pour la victoire. Comme me dit une autre bénévole, ouvrière à la retraite, la langue n'a pas donc elle parle sourge aussi. La langue n'a pas d'importance, l'essentiel c'est que ça soit quelqu'un de bien. Il y a des russophones et même des Russes qui combattent dans l'armée ukrainienne, et il y a des patriotes en veshivanka, c'est les chemises ukrainiennes traditionnelles, qui collaborent avec l'occupant. Aussi, ce que j'ai retrouvé, c'est que donc du côté des classes moyennes et supérieures, ils mobilisent souvent cet argument historique de la colonisation pour justifier qu'il faut maintenant passer à l'ukrainien. Donc il faut remédier à l'injustice de la colonisation en dérussifiant l'Ukraine. Mais dans les classes populaires, j'ai rencontré un autre argument historique. Donc par exemple, dans le cadre de Sacha, dirigeant syndical et ouvrier à l'ArcelorMittal, qui offre aussi une autre vision de la justice en matière linguistique. Donc lui, il dit, il alterne les codes en permanence. Donc il dit, passe à l'ukrainien. La langue de l'État, il faut la respecter. Sinon, tu parles comme tu veux. La langue de l'État, ça veut dire les papiers officiels dans les institutions de l'État. S'il te plaît. Mais en dehors de ça, tu peux même parler, passe au russe, en français ou en bulgare si tu veux. Il ne faut pas en faire des jeux politiques. Historiquement, l'Union soviétique nous a tous mélangés. Alors jouer là-dessus, je n'y attacherai pas grande importance. Comment peut-on forcer une personne à parler l'ukrainien 40-50 ans plus tard? Ce n'est pas juste. Donc contrairement au discours avancé par Sergueï et Oleg, ici, il n'est pas question de justice à l'égard du peuple ukrainien comme corps collectif qui aurait été colonisé, etc., mais à l'égard des individus concrets dont les parcours s'ancrent dans une histoire qui ne saurait pas être complètement effacée. Quand même beaucoup de mes enquêtés soulignent surtout que toutes ces questions autour de la langue, les débats autour de changements de rue, de la mémoire historique, etc., sont très éloignés des vraies préoccupations de la classe ouvrière. Tu comprends, et bien encore une fois, nous revenons à des questions politiques. Pour un individu lambda, une personne qui travaille à l'usine, cette question n'a pas beaucoup d'importance. Donc, dans les classes populaires, contrairement aux postures de nombreux convertis issus des classes moyennes et supérieures que j'ai pu rencontrer à Kiev et à Kryvyi Rih, dans les classes populaires, il est très rare qu'on considère le russe comme la langue de l'envahisseur. On constate au contraire une grande tolérance vis-à-vis des préférences linguistiques divergentes. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que contrairement à mes attentes, aucun de mes interlocuteurs à Kryvyi Rih ne réclame de statut officiel pour la langue russe, ni même que cette langue soit garantie une place quelconque dans l'enseignement, l'espace médiatique ou la production culturelle. À la question de savoir s'ils souhaitent voir l'Ukraine du futur comme un pays plurilingue ou comme un pays ukrainophone, mes interlocuteurs
se prononcent généralement en faveur de la disparition progressive du russe sur le territoire national. Pourtant, dans la pratique, ils ne se pressent pas à modifier leur comportement linguistique dans la communication informelle et même dans le cadre de leur travail. Une certaine résignation mélancolique apparaît parfois dans leur réflexion au sujet de la langue. Toi et moi, me dit en russe un dirigeant syndical, nous sommes des dinosaures, des anachronismes. Nos enfants, nos petits-enfants parlent déjà l'ukrainien. Donc c'est en partie pour assurer les conditions linguistiques favorables à la mobilité sociale de leurs enfants que mes interlocuteurs cherchent à intégrer l'ukrainien dans leur comportement linguistique quotidien. Mais ces efforts sont toujours partiels. Donc, en plaçant leurs espoirs dans le système éducatif, mes interlocuteurs continuent à transmettre le russe comme langue maternelle à leurs enfants, ou le sourj à leurs enfants, et cultiver un milieu de sensibilité plus large, russophone ou surgicophone, qui constitue pour les enfants le milieu primaire de socialisation. Donc, en fait, tout le monde comprend que l'ukrainien commence à avoir le statut social plus élevé, et donc on essaie d'intégrer ça, on reconnaît ça, mais en même temps continuer à transmettre leur code linguistique aux enfants. Donc voilà, dans les classes populaires, il existe un décalage important entre les pratiques linguistiques concrètes et l'adhésion aux politiques linguistiques à visée monolinguistique. Et bon, je n'ai pas encore écrit la conclusion de ce chapitre, mais je vais m'arrêter sur vraiment 2 cas limites qui permettent de l'illustrer. Le premier est celui de Vagram, un prof de boxe d'origine arménienne, qui est dirigeant d'une organisation bénévole qui voyage dans les zones de guerre pour évacuer les civils. Donc nos échanges ont lieu en russe, et en début de l'entretien, il me demande en quelle langue est-ce que va avoir lieu l'entretien. Je lui dis qu'il peut choisir la langue qu'il veut. Et il dit très bien, parce que si tu m'avais dit que ça serait en ukrainien, je t'aurais dit d'aller voir une autre organisation. Cependant, quand je pose la question de savoir si l'Ukraine du futur devrait selon lui être plurilingue ou monolingue, là il me répond sans sourciller, non, je pense que c'est mieux que ça soit en ukrainien, et que la deuxième langue enseignée à l'école soit l'anglais. L'autre cas est celui de Lena, dirigeante du conseil des vétérans de quartier. Elle est née en Russie, et c'est une ancienne prof de russe, qui maîtrise à peine l'ukrainien, qu'elle ne parle pas et qu'elle lit d'ailleurs avec un gros accent russe. Pourtant, elle avoue avoir honte de sa propre langue et m'assure également que pour elle, il est hors de question que la langue russe conserve une place légitime dans l'espace public. Donc en fait, en ce moment, on assiste vraiment à une situation linguistique extrêmement mouvante, où les personnes sont sommées à choisir leur comportement linguistique, et qui en fait révèle à la fois qu'il y a cette idéologie monolinguistique dominante en Ukraine, mais qui est en fait le cas de toute langue dominante, de toute langue nationale dominante. Donc le cas de l'Ukraine n'est pas unique. Donc les projets de construction nationale, bon, on sait très bien, y compris en France pendant la Révolution, ont partout invoqué des idéologies privilégiant une langue et une identité. La différence avec les langues dominantes déjà établies, c'est plutôt qu'en Ukraine, il y a cette visibilité des processus et une situation d'instabilité de l'ordre symbolique qui devient le terrain des luttes sociales. Donc la situation linguistique en Ukraine n'est aujourd'hui, on peut ni la réduire à ces discours sur la décolonisation qui sont promus par l'intelligentsia ukrainienne, ni au discours bien évidemment poutinien de l'oppression des russophones. En fait, c'est une situation beaucoup plus compliquée, et ce qu'elle permet, c'est d'observer en fait les processus politiques, économiques et sociaux, et la lutte des classes qui travaillent la reproduction de l'ordre social derrière toute langue nationale. Bien, merci Daria pour cet exposé remarquable. Donc, je pense que c'est très important pour nous parce qu'on a là une façon de rentrer dans les complications à partir plutôt on pourrait dire d'un point de vue marxiste, plutôt intersectionnel, qui va mettre en évidence les contradictions dans les rapports entre la dimension linguistique, les dimensions de classe, les dimensions de genre, la façon dont beaucoup dans les milieux militants que nous fréquentons, tout ça est homogénéisé de manière extrêmement forte. Donc par exemple, dans les milieux féministes, on pourrait pas facilement reconnaître que dans une tendance à la division du travail
qui enferme les femmes dans certains rôles, en fait, se niche aussi des formes d'émancipation, et que c'est beaucoup plus compliqué dans le rapport de classe par rapport à des processus linguistiques, etc. Tout ça, c'est des contradictions du réel, etc., qui montrent d'ailleurs que les anarchistes ont beaucoup de progrès à faire. Ça, on l'a déjà vu souvent dans le séminaire, mais c'est parce que c'est le grand malheur des anarchistes après 89, c'est-à-dire que les marxistes les plus intelligents, moi j'ai connu la période Ben Saïd et Alexer, les marxistes les plus intelligents ont vu qu'après 89, en fait, le marxisme devait se renouveler. Et bêtement, souvent, les anarchistes ont cru qu'ils avaient gagné. Parce que le stalinisme avait montré que les marxistes avaient perdu. Bon, un truc stupide. Et ce qui fait que les anarchistes sont souvent restés dans une forme régressive et de non-ouverture et de non-renouvellement. Alors que ça a été une période après, disons, les années 90, de renouvellement très fort dans les sphères marxistes et de très faible renouvellement dans les sphères anarchistes, au contraire. C'est un moment de baisse. Donc c'est important pour nous, pour ce séminaire. On va faire... alors, il y a plein de choses intéressantes sur... alors, pour les problèmes de sciences sociales, parce que ton point de vue, on voit bien l'importance à la fois de les structures sociales, mais d'intégrer de l'interactionnisme dans le structuralisme. Donc ça, c'est des questions centrales pour les sciences sociales aujourd'hui. Le problème que posaient Grignon et Passeron du misérabilisme et du populisme, c'est-à-dire de ne pas aplatir sur une légitimité dominante les pratiques populaires, mais en même temps de panier les rapports de domination en faisant comme si le populaire était libre, sans contrainte de domination. Tout ça, on a vraiment des choses très subtiles.